venu le moment de répondre à une question, d'avoir réponse à une question que vous toutes et tous mobilisés autour de cet événement, vous vous posez depuis quelques mois déjà. Qui est-il vraiment, Romuald Wardani, au bout du rêve qu'il porte pour ses concitoyennes et concitoyens? Que fera-t-il? Que fera-t-il de mieux que le magistère Talon, au cours duquel il a travaillé pendant 10 ans pour porter loin les indicateurs macroéconomiques de son pays? Un magistère Talon marqué par des réalisations inédites. Inédites en un temps record de 10 ans. Oui, vous allez dire, ah oui, temps record de 10 ans. 10 ans au regard de l'envergure, de la qualité et du volume des réalisations. Que fera-t-il de mieux que son inspirateur Talon? Lui qui nous indiquait, Patrice Talon, le 1er août dernier, l'ultime officiel de son dernier mandat, que le meilleur reste à venir. Ah bon, le meilleur reste à venir. Et voilà que Romuald Wardani, acceptant la candidature de son camp, de porter le flambeau du camp majoritaire à Parakou, lorsqu'il était présenté par les partis le soutenant, il décide de mettre fin à cette attente, l'attente à cette question. Que fera-t-il? Il fait précéder l'annonce de son projet de société par cette promesse: ensemble, ensemble, nous irons loin. Ah d'accord, nous irons loin. Et où alors? Fait quel horizon, sur quel itinéraire, sur le chemin tracé pour le Bénin vers 2060, le Bénin rêvé comme un monde de splendeur? Quelle est la partition qu'il veut jouer si le peuple lui accorde son onction au soir du 12 avril prochain? On sera dénoué du suspense dans quelques instants. Ici, dans cette majestueuse salle du Palais des Congrès remplie, aussi remplie de monde qu'il y a de personnes en ligne mobilisées de par le monde, avec aux premières loges des figures politiques, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou, Adrien Roumbeji, et pas loin le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou, président de l'UPR qui soutient la candidature de Romuald Wardani, et juste à ses côtés, toute chose normale, le ministre d'État Blaise Biotchané, président du parti BR qui soutient aussi la candidature de Romuald Wardani, et pas très très loin non plus, et très juste même en intimité de proximité, Jacques Ayadi, président de Mouel Bénin, qui soutient aussi, donne son onction à la candidature de Romuald Wardani, et derrière des têtes pensantes, des dirigeants de ces deux partis, des sympathisants, des militants, monsieur tout le monde, les anciens présidents de l'Assemblée nationale à ma gauche, et bien d'autres figures du camp présidentiel, camp de la majorité. Voici venus les instants inauguraux de démarrage, de lancement de cette cérémonie de présentation du rêve de Romuald Wardani, ici au Palais des Congrès, avec l'entrée en salle de sa colistière, Madame Mariam Tchabi Talata, qui ne sera jamais loin de lui pour conduire le destin du Bénin si leurs concitoyennes et concitoyens leur en accordent le crédit au soir du 12 avril. Merci à vous pour votre élégance qui nous caractérise, élégance légendaire, de vous être levé pour lui faire cette belle civilité pour l'amener à s'installer. Madame la vice-présidente, j'ai introduit mon propos inaugural par une question. Je sais qu'en philosophie, les questions comptent beaucoup plus que les réponses. Vous qui portez la pensée au cœur de l'action politique, je me suis permis d'interroger le rêve de Romuald Wardani pour les Béninois.
en y ajoutant cette question, qui est-il vraiment? Parce que derrière son offre, il y a sa personnalité, il y a sa vision. L'accouchement de sa vision permet de capter ce qu'il est et l'homme d'État qu'il veut incarner. Qui est-il vraiment? On a esquissé des réponses à travers un film que je vous invite à suivre en complicité avec la régie, comme une sorte de coussin inaugural de transition pour le faire entrer en salle ici. Merci de suivre. Expert comptable, diplômé de France, formé à Harvard, associé chez Deloitte, ministre depuis 2016, réélu meilleur ministre des Finances du continent africain. Tapez son nom sur Google, la bio est impressionnante. Et avec cette bio, viennent les commentaires. C'est un technocrate, il n'a pas évolué au Bénin. Est-ce qu'il parle nos langues? Mais qui est vraiment Romuald Wadaini? Avant les salles de conseil, avant les négociations internationales, il y a une enfance béninoise. J'ai eu ce privilège d'avoir connu Romuald en classe de CE2 à l'école de base groupe A, à Agla, à Cotonou. On a eu à avoir des parties de football dans le sable sous les pylônes à Agla avec les amis. Romuald avait une longueur d'avance sur le plan d'intelligence sur beaucoup de ses pairs de la période. En général, dans mes classes, les élèves intelligents deviennent automatiquement mes amis. C'est comme ça que Romuald était attaché à moi. Je confiais à Romuald nos cahiers, leurs cahiers de devoirs et leurs cahiers de propositions. Il allait les déposer dans ma maison. Je lui faisais confiance. Une discipline héritée, une exigence qui ne s'apprend pas dans les grandes écoles. Elle se forge à la maison, dans la cour, sous le regard des parents. J'ai connu Romuald Wadaini pendant sa tendre enfance, au moment où son papa était directeur du plan et de la statistique dans le département Borgou, le grand Borgou de l'époque. C'est dans cette période-là que j'ai connu Romuald, un enfant véritablement actif. Romuald aidait son papa à charger les caisses, les cartons et les bidons de Vive PAM. Et j'ai trouvé que cette initiative d'aider son père à charger les cartons, à charger les bidons, était quelque chose qui démontrait déjà qu'il avait un caractère serviable. Cet homme, c'est un ami à moi depuis plus de 40 ans. On partageait les mêmes cours de récréation. On travaillait beaucoup parce que lui, à l'époque, il faisait partie des meilleurs du collège au pied. Donc, il représentait un modèle pour chaque jeune à l'époque. C'est quelqu'un qui a basé sa philosophie sur le travail, sur le développement. Tout le monde voulait le ressembler. Une jeunesse béninoise ordinaire, des rêves simples, des racines profondes. Son papa était mon ami. Donc, il a demandé que son fils vienne. C'est parce qu'il a trouvé qu'un enfant doit élargir son horizon. J'étais surpris complètement. Comme il venait tout le temps, tous les jours, pour se former. Il ne venait pas en retard. Il était tellement fasciné par ce qu'il faisait. Romuald, qui était dans un collège, on appelle le collège de l'Espoir. Mon cabinet était donc à Ganry et il était à une enjambée de mon cabinet. À partir de la classe de seconde,
il passait tout le temps dans le cabinet pour comprendre le métier que j'exerçais. À 17 ans, il regarde vers l'horizon, non pas pour fuir, mais pour revenir plus fort. Il a réussi son bac mention très bien, un bac série C. Un jour, il est venu me voir pour me dire, à ma grande surprise, que papa l'avait inscrit à Lyon pour être ingénieur statisticien comme lui. Très grande surprise. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux faire toi-même? Il dit, tonton, je vais être expert comptable comme toi. Il a été donc admis à suivre les cours à Grenoble. Et il s'est retrouvé où c'était vraiment étonnant. Dans un amphi de 120, 130 personnes, il s'est retrouvé le seul Africain noir parmi toute la classe française. Il attendait son prof qui allait arriver. Et d'entrée, il me voit rentrer dans la salle, très surpris. Et comme il a dit après, ça lui a permis vraiment de travailler et ça lui a permis d'être major de la promotion. Il apprend à parler au marché, à structurer des économies, à négocier avec le monde, Deloitte, Harvard, les cercles d'excellence internationale. Il était très consciencieux. Il a commencé une carrière internationale quand, au niveau de Lyon, les responsables ont constaté qu'il pouvait faire encore mieux. Ils ont décidé de l'affecter à Boston, aux États-Unis. Il s'est mis à l'œuvre tout en étant professionnellement à Boston. Il a réussi le diplôme d'expertise comptable américain. Et ça l'a propulsé encore plus. Tellement il était battant, il en voulait toujours. Ce départ n'est pas une fuite, c'est un investissement. Avec une seule intention, rentrer et mettre tout ça au service du Bénin. 2016, il a 39 ans et il revient avec un capital rare, la crédibilité internationale au service d'un État. Il a été appelé par le président Patrice Talon. J'avais toute la confiance en lui. Quelle fierté que j'ai. Je pensais, avec sa passion pour l'agriculture, il serait ministre de l'Agriculture. Nous, on était un peu jaloux que les gens de finance l'ont pris là-bas, vous voyez. Donc, je les taquinais, voilà, là-bas, parce que ta passion là que vous avez là-bas, il allait le mettre en agriculture. Mais je vu encore, il a brillamment aussi attaqué ça. Grâce à Talon, on a pu ouvrir enfin les cordons de la bourse. Et lui, il sait comment on va chercher l'argent. À mon avis, on lui dit, ouais. Et à partir de là, notre pays, vous le voyez. L'homme supposé déconnecté est présent sur les scènes du monde et sur le terrain. C'est un homme de l'ombre. Depuis qu'il a pris les rênes de la gestion du ministère des Finances, on a constaté une révolution administrative, une révolution dans la gestion des affaires financières. Et il est resté dans l'ombre comme ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Ses collaborateurs le décrivent comme rigoureux, travailleur, exigeant. Mais derrière la rigueur, il y a des valeurs et des qualités que peu voient. C'est quelqu'un qui écoute les conseils. Quand on lui fait des remarques, il les considère, il prend ça en compte. Ou mieux faire. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse silencieuse. Et puis, il y a ces jeunes, ceux qui l'accompagnent discrètement, ceux pour qui il est, sans le revendiquer, un vrai mentor.
Romuald Wadaï, né à Lokossa, formé au monde, revenu pour le Bénin. Il a une vivacité d'esprit qui lui permet d'appréhender rapidement les éléments de son environnement ou les éléments d'une situation qu'on lui a présentée. Monsieur Romuald Wadaï est un homme d'État, un cadre sur lequel il faut compter. Je l'admire, moi personnellement. Cet homme, Monsieur Romuald Wadaï, est un homme de qualité qu'il faut soutenir à tout prix. Aujourd'hui, Romuald, tu as vraiment une autoroute devant toi. Continue de nous faire plaisir. Le Bénin a besoin de toi. Alors je dis à Wadaï, félicitations. Voilà donc pour le vif. Voilà donc pour le vif d'esprit, l'orfèvre rompu aux performances économiques et financières. Voilà donc le technocrate qu'on a connu, serial performer. Voilà le technocrate qui descend dans l'arène politique pour enfourcher un autre destin, celui d'homme d'État, de dirigeant d'un pays, et qui communie avec le peuple venu à sa rencontre ici pour écouter son rêve. Et ça aussi, c'est le Romuald Wadaï tel qu'on ne le connaît pas d'ordinaire, qui accepte, n'hésite pas à aller au milieu du peuple, chargé d'empathie comme on le voit. Sans empathie, peut-on prétendre gérer le destin collectif? C'est donc à son honneur de communier ainsi comme on le voit à l'image, de fraterniser avec le peuple ici mobilisé au Palais des Congrès pour partager avec lui ses rêves d'avenir, sa vision du Bénin dans les années à venir. Romuald Wadaï qui s'avance de la scène, mais qui a d'abord voulu montrer sa proximité avec le peuple tel qu'on n'est pas habitué à le voir. Et ce n'est pas pour bouder le plaisir des citoyennes et citoyens ici mobilisés et qui vivent cette chaleur humaine avec ce serial performer en prouesse économique et financière, en calcul du développement, et qui va nous rejoindre. Romuald Wadaï sur les chemins de l'homme d'État, précédé ici par cette figure de la vie politique du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a partagé avec nous un vibrant témoignage sur l'homme d'excellence qu'est Romuald Wadaï et qui lui a souhaité bon vent au bout d'un projet de société qu'il va partager avec nous ici dans un instant. Romuald Wadaï qui ne peut, avant de s'adresser à son peuple et au monde, témoigner de cette dimension humaine qu'on attend de tout dirigeant. Tant il est vrai que l'élection présidentielle campe la rencontre d'un homme avec son peuple, avec un projet de société en main.
Et c'est ce qu'il va partager avec nous dans un instant. Je vous laisse vivre ces moments de communion humaine entre Romia Wadayi, le technocrate qu'on aurait pu juger froid, et cet homme qui apparaît sous nos yeux et qui prend le temps de fraterniser avec les gens, avec le peuple, et de témoigner de l'empathie. Je vous laisse vivre ce moment de chaleur citoyenne qui va accompagner le candidat Romia Wadayi sur scène face au peuple, face au monde, pour nous révéler à travers sa vision du Bénin pour les 7 ans à venir ce qu'il incarne comme homme d'État, comme dirigeant du destin collectif. Romia Wadayi, comme on n'a pas l'habitude de le voir, sans artifice, la cravate tombée, pour se mettre à hauteur du peuple, avec qui il veut partager un bout de chemin pour les 7 ans à venir, si le peuple lui en donne l'onction au soir du 12 avril. Après les citoyens, les aînés, les figures dirigeantes du pays, la proximité, et ce moment palpitant entre Romia Wadayi et l'ancien président Nicéphore Soglo, dont le témoignage vibrant ici n'a laissé personne indifférent à travers le document audiovisuel qui campe Romia Wadayi, et cette accolade qui restera dans les annales très chaleureuse entre Romia Wadayi et Joseph Djobeno. Romia Wadayi, dans cette accolade aussi remarquable avec Abdoulaye Biotchani, son aîné dans la finance internationale, aux côtés de qui il a acquis de l'expérience et de la maturité, avec le candidat de la majorité, Romia Wadayi, qui va prendre la scène dans son amplitude face au peuple ici mobilisé dans la salle rouge du Palais des Congrès, mais pas avant d'avoir fait une halte de civilité devant les personnalités qui lui ont fait l'honneur et les figures politiques de ce pays qui lui ont fait l'honneur de marquer de leur présence ce moment solennel de présentation de son rêve pour le Bénin. Adrien Mouedi, Bruno Amoussou, après Louis Vlabonou, les ministres et dignitaires des différents partis qui le soutiennent. Un dernier signe amical. Et Romia Wadayi qui prend la scène sous vos yeux. Monsieur le candidat, nous sommes
Tout oui, c'est à vous. Merci, merci, merci de bien vouloir vous asseoir. Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, mes respects. Madame la Vice-Présidente de la République, Mariam Tchabi-Talata, chère colistière. Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes, merci. Chers concitoyens, ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable, c'était impossible. Le fait pour un pays africain sans ressources naturelles abondantes d'avoir la capacité de se lever, d'avoir la capacité de respecter, de tenir ses engagements dans le temps, d'avoir la capacité de dire non quand beaucoup, presque tout le monde dit oui. Et ça a été le cas pendant la Covid, où beaucoup demandaient les annulations de dettes, tendaient la main sans d'abord regarder ce qu'ils étaient capables de faire par eux-mêmes. Le Bénin a été quasiment le seul à dire non à ça. Être capable d'opérer des transformations si majeures en si peu de temps relevait d'un défi quasiment impossible. Mais nous l'avons fait. Et nous l'avons fait grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé. Et donc grâce à cette vision, grâce au travail acharné, grâce au sacrifice de nous tous ici, nous avons réussi à trouver notre chemin de développement. Mais le chemin du développement est un processus long, un processus par étapes. Sur ce processus long, la capacité d'un État à répondre aux attentes, aux besoins des uns et des autres dépend également de ce qui se passe autour de nous. Il est clair, et nous le voyons tous depuis plusieurs années maintenant, la sous-région, le monde dans son ensemble traverse des crises après crises. Ces crises, mais également quelques erreurs que nous avons commises, nous ont empêchés de pouvoir apporter au plus grand nombre la prospérité que nous envisagions. Parce que nous avons pris du retard sur notre projet de société, nous entendons de plus en plus de jeunes, de femmes, nos populations dans le monde rural s'impatienter. Nous entendons de plus en plus de demandes de personnes qui ont du mal à régler les problèmes les plus basiques du quotidien. Et tant qu'il reste un Béninois qui n'a pas encore senti les fruits de la croissance dans son ménage, c'est qu'il reste encore du travail à faire. Je lisais récemment un rapport qui indiquait que dans les pays européens, avant la crise de la Covid, un citoyen sur 7 était en situation qualifiée de pauvreté. La situation de pauvreté n'est pas une réalité que africaine, c'est une réalité globale. Mais il y a pauvres et pauvres. Il y a l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté se caractérise par 5 facteurs. L'accès à la nourriture, le fait pour quelqu'un de se lever le matin et de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il mangera dans la journée. L'accès à l'eau potable. La moitié du poids de notre corps est constitué d'eau. Boire de l'eau des marigots, c'est se rendre structurellement malade. Ne pas avoir accès à un soin de santé de proximité,
Troisième facteur, se soigner. Quatrième, avoir un toit. Et cinquième, un emploi. Et le nombre de nos concitoyens dans cette situation d'extrême pauvreté est désormais intolérable. Si la réalité de la pauvreté est une réalité mondiale, la réalité de l'extrême pauvreté est un défi que nous pouvons affronter ensemble. J'ai l'habitude de marcher de temps en temps le long de la route magnifique des Pêches et 2 jours de suite, j'ai croisé le même jeune homme. 6h45, je croise le jeune homme assis, ça m'a interpellé, mais j'ai continué mon chemin. Le lendemain, même heure, je vois le même jeune homme. Du coup, ça m'interpelle. Je m'arrête, je l'interroge. Et je me rends compte qu'il s'agit d'un jeune venu d'une commune lointaine. Ses parents se sont serré la ceinture, sacrifiés pour lui payer des études. N'ayant pas été bien orienté, il a fait une licence en sociologie. Et ça fait 3 ans qu'il tourne en rond sans emploi. Et ce jeune homme, ce matin, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait la veille? Il n'avait rien fait. Son dernier repas remontait à plus de 24 heures. Donc, la réalité de la souffrance, la réalité de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, ce n'est pas loin de nous, hein. C'est là, à côté, également. De la même manière que nous avons relevé le défi de montrer que c'était capable, que nous étions capables de nous relever, de trouver notre chemin, oui, nous serons capables d'affronter le défi de l'extrême pauvreté. Je voudrais faire une pause et vous rappeler l'une de mes toutes premières interventions en tant que ministre de l'économie et des finances. Nous sommes en décembre 2016. Je présentais la vision du président Talon sur la transformation de notre économie. Et j'indiquais que compte tenu de la structure de notre économie, compte tenu du rythme de progression de la population, il fallait absolument porter le taux de croissance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle nous créons les richesses dans le pays, il fallait porter ce taux au-delà des 7%. Tant que le rythme de création de richesses ne dépassera pas ce seuil de 7%, et compte tenu de la structure de notre économie et des naissances qui viennent tous les jours, nous n'allons pas réussir à renverser le rythme de création d'extrêmes pauvres. Alors je suis heureux de vous annoncer que depuis l'année passée, nous avons franchi ce cap. L'année passée, nous avons dépassé le seuil de 7% et cette année, malgré les crises, nous allons dépasser encore le seuil de 7%. D'un budget de 1 000 milliards il y a 10 ans, le budget aujourd'hui fait plus de 3 000 milliards. Je vous donne ces chiffres pour vous indiquer que nous sommes désormais prêts. Nous avions dit en 2016, et je ne savais pas que j'allais avoir le privilège d'être devant vous pour présenter le projet de société, mais je l'ai dit dès 2016, qu'il fallait absolument passer ce cap. Il se trouve, ce cap est maintenant passé. Nous sommes désormais prêts à aborder la deuxième étape de notre développement. J'ai dit que le processus de développement était un processus long et par phase. Et donc, j'ai le privilège de vous entretenir donc ce matin sur les grandes lignes de ce projet de société qui va marquer la prochaine phase de notre développement. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Comment faire pour que la prospérité arrive le plus vite possible dans chacun des foyers? Comment faire pour que vous, jeunes, chacun d'entre vous, ayez une opportunité pour faire révéler vos talents? Et ce que nous proposons dans ce projet de société, dans sa première partie, vous le verrez tout à l'heure quand on vous distribuera les brochures, c'est de poser le cadre d'une nouvelle dynamique de l'action publique.
Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions. Et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga. Nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région, mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués, agriculture, industrie, tourisme et innovation, soient présents dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pourrons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare de maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel, alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite. En fait, beaucoup de programmes pour la prévoyance et la retraite des paysans ont échoué, notamment parce qu'il y a une réalité qu'il faut percevoir et dont il faut tenir compte. Le paysan qui récolte et qui va au marché, qui vend son produit et qui a le cash en main, ne lui demandez pas de contribuer pour demain. Pour lui, aujourd'hui, est déjà assez
difficile. Donc il faut absolument trouver un système par lequel, un, on commence par augmenter le rendement du paysan, et deux, on lui prélève sa récolte. Si on lui laisse la récolte, il ne rendra pas l'argent pour sa retraite. Mais si il a 3, 4 fois plus de produits qu'attendu à l'hectare, il n'y a aucun problème de prendre juste un petit peu et de le lui mettre en fond pour sa retraite. Et le paysan qui a désormais une retraite, qui peut se soigner, pourquoi à 50 ans, il irait se marier à une fille de 16 ans pour refaire des enfants parce que c'est l'enfant sa retraite? Et vous voyez ce programme qui est destiné à accompagner les paysans, ce programme qui est destiné à sortir plus de 3 millions de nos concitoyens de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, mais c'est un programme qui règle également beaucoup de problèmes dans la société. Deuxième élément que nous allons trouver dans toutes les régions, c'est l'industrie. Il est évident qu'aujourd'hui, face à la démographie et au nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, il est indispensable que dans chaque région, il y ait au moins une industrie. Obligation serait faite d'attirer une industrie nouvelle au moins dans chaque région. De la même manière, troisième point sur le tourisme, il faudrait que chaque région ait au minimum un village ou une ville de splendeur. L'idée, c'est que le touriste qui vient au Bénin ne doit pas se contenter de se limiter à une partie du Bénin. Le Bénin est un, indivisible. Et nous voulons que partout, il y ait de quoi attirer l'attention du visiteur qui vient. Je veux que celui qui atterrisse à Cotonou ne se contente pas que de voir la marina, qu'il ait envie d'aller en pays tata, d'aller voir les Tata Somba. Je voudrais et je tiens à ce que dans chaque région, l'accent soit mis pour qu'il y ait au minimum un village, une ville de splendeur. Nous devons faire en sorte que le travailleur qui est ici à Cotonou, qui prend quelques jours de repos avec sa famille, ait d'abord envie de dire « je vais à Dassa, je vais à Boukoumbe » plutôt que de dire « je vais ailleurs pour ne pas nommer un pays à côté ». Nous pouvons le faire. Nous devons développer le tourisme local. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons envie de visiter les autres régions. Il ne faut pas qu'un citoyen qui quitte une région pour une autre ait le sentiment qu'il est dans un autre pays. Et ça, nous devons le faire. C'est pour ça que nous ferons obligation à chacune des régions d'avoir au minimum un village, une ville de splendeur. Et le dernier pilier transverse aux 6 pôles, aux 6 régions, c'est celui de l'innovation, chers jeunes. Vous savez, je suis né à Lokossa, je n'ai pas choisi d'être né à Lokossa, et donc on ne choisit pas où on est. Mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous, quel que soit là où on est. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Vous voyez donc, le squelette de l'action va se manifester par cette nouvelle dynamique de l'action publique, la manière dont on va conduire l'action pour être le plus proche des réalités. Et nous allons nous assurer que chaque mercredi, à chaque conseil des ministres, le sujet du développement des pôles soit à l'ordre du jour. Ce qui fait qu'automatiquement, une fois toutes les 6 semaines, nous devons parler d'une région. Puisque à tour de rôle, nous devons parler, après les conseils des ministres, de comment se passe le développement des régions. Qu'est-ce qui se passe dans nos régions? La mise en œuvre du développement des régions. Et je peux vous assurer que si on prend du retard pour de la négligence, on prendra nos responsabilités. Parce qu'on va s'assurer qu'on donne les moyens, on va s'assurer que chacun fasse son travail pour que le défi de l'extrême pauvreté soit une préoccupation pour tous. Et toutes les 6 semaines, au moins, chaque région sera à l'ordre du jour des débats au sein du Conseil des ministres.
L'action publique, depuis quelques années maintenant, nous aimons la répartir en 3 piliers, 3 axes. Le premier, c'est celui autour du capital humain, c'est-à-dire le bien-être social. C'est tous les projets, réformes, investissements que l'État conduit sur la nutrition, l'éducation, la santé, le cadre de vie, le sport, tout ce qui concerne l'homme, son bien-être, son développement. Nous avons eu une chance phénoménale, c'est que pendant les 10 dernières années, des diagnostics approfondis, des études détaillées ont été réalisées sur tous les champs. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous savons où nous avons failli. Nous connaissons nos erreurs, nous connaissons les attentes et nous savons faire. Je voudrais prendre l'exemple du secteur de la santé pour vous présenter quelques innovations, 3 innovations majeures que vous verrez dans le projet de société sur le secteur de la santé. La première, c'est que, vous voyez, nous avons inauguré il y a quelque temps le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après le CHIC, nous ferons le CHIP. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CHIP? P pour Paracou. Nous allons construire le Centre hospitalier international de Paracou pour que nos concitoyens du Septentrion qui ont des pathologies complexes, qui demandent des équipements de pointe, n'aient pas fait des centaines de kilomètres pour venir à Calavi. Et notre ambition, c'est que même des malades d'autres pays voisins pourraient venir à Paracou se soigner et faire de Paracou un vrai pôle de soins et de traitement des maladies complexes. Exactement ce que nous avons fait à Calavi. Après le CHIP, nous ferons le CHIP. Bien entendu, il y a un travail formidable qui a été fait pour identifier village par village, région par région, les dispensaires, les centres de santé qu'il faut rénover, là où il faut construire. Le ministre de la Santé a fait un travail formidable. Il y a tous les financements sont en cours et tout est en cours, donc pas besoin de revenir là-dessus. Nous allons dérouler ce qui est déjà en cours et compléter par le CHIP. Il y a une deuxième réalité que nous avons décidé d'affronter, de résoudre. Aujourd'hui, quand vous avez une urgence vitale et vous allez dans nos hôpitaux, on exige de vous de payer d'abord. Ne serait-ce que les formalités administratives pour voir qui vous êtes peuvent vous faire perdre la vie. Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. Il n'y aura plus au Bénin de décès liés au fait qu'on attend de faire des formalités, on attend de payer, on attend d'amener la facture. Non. Et ça sera fait, vous savez, c'est ça la beauté d'être en continuité. On n'a même pas besoin d'attendre le 12 avril, on va le faire là, maintenant, tout de suite. Et la troisième chose, c'est que vous voyez, nous avons des réalités qu'il ne faut pas ignorer. Beaucoup de nos concitoyens font confiance aux plantes, se soignent avec les plantes. Et ce n'est pas seulement en milieu rural, hein. C'est partout. Mais nous savons également qu'il y a des problèmes de contre-indication, des problèmes de posologie qui font que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens décèdent en utilisant la tradition, décèdent en utilisant des plantes qui en soi ont des vertus. Mais s'il y a des contre-indications et la posologie n'est pas respectée, vous aggravez votre cas.
Donc le troisième élément, la troisième innovation sur le secteur de la santé, c'est un accent important pour avoir désormais une pharmacopée moderne. Sur le deuxième pôle de l'action publique, celui de la création de richesses, comment nous créons les richesses, comment nous distribuons les richesses. Sur ce deuxième pôle, je voudrais aborder deux sujets. Le premier est celui de l'inclusion financière et le deuxième sera les arts et la culture. Sur l'inclusion financière, beaucoup de propositions sont dans le projet de société, mais j'ai vu trop de personnes dans mes tournées dans le pays qui me disent « Oui, vous avez mis de l'argent pour la microfinance, mais moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il faut des garanties, c'est compliqué à avoir, c'est trop cher. » Nous allons mettre en place une plateforme nationale d'inclusion financière qui permettra d'avoir quasi instantanément l'accès au financement, en tout cas dans un délai maximum de 48 heures. Nous allons utiliser la technologie et l'intelligence artificielle pour permettre directement sur votre mobile, de façon dématérialisée, d'avoir votre crédit de 50 000 à 50 millions rapidement. Et pour quelqu'un qui revient, le crédit devrait être instantané à partir du moment où vous avez pris le crédit. Une fois vous avez remboursé, la demande est approuvée et mise en place de façon instantanée. Et dans tous les cas, en 48 heures, votre demande sera traitée. Vous savez, grâce à la technologie, quand on prend un téléphone, vous mettez votre visage, on sait exactement qui vous êtes. Grâce à l'intelligence artificielle et grâce au croisement des données, on peut savoir tellement de choses sur vous qu'il n'y a plus besoin de vous dire amenez votre carte CIP, amenez le certificat de résidence, toutes qui sont des pièces que l'État fournit. Au passage, très rapidement, nous allons faire en sorte que dans toutes nos administrations, plus jamais l'État vous demandera de fournir une pièce que l'État vous donne. Je veux renouveler mon passeport. Je suis devant l'agent. Il me dit certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence. Tout ce qui sont des documents que lui-même doit te donner, mais il n'a qu'à te le donner. Donc, grâce à la technologie, nous allons pouvoir faire ces genres d'innovation. Et c'est pour ça que nous avons assez de données aujourd'hui pour lancer donc, cette plateforme d'inclusion financière qui permettra de façon totalement digitalisée de mettre des financements rapides à la disposition de nos jeunes, de nos femmes et de tout le monde. Donc, sur le deuxième pilier, j'ai promis de parler rapidement de l'aide de la culture. En fait, je dois reconnaître que ce que je vais vous donner, ce que je vais vous présenter comme innovation inscrite dans le projet de société, en fait, l'idée vient du président Talon. Mais comme on n'a pas eu le temps de tout faire, et je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur et qui tient à cœur aux milliers de nos concitoyens qui sont dans le monde artistique, que ce soit la plastique, la musique, la danse, la littérature et même la numérique. Combien d'entre eux ont accès à une retraite? Combien d'entre eux savent se soigner? Et ça a été une préoccupation du président Talon. À deux, nous en avons parlé beaucoup de fois. Mais comme j'ai dit, le développement, c'est un processus long et par étapes. Mais comme maintenant nous sommes forts, nous allons pouvoir le faire. Et dans le projet de société, nous avons mis en place un programme d'excellence pour nos jeunes, pour tous nos concitoyens qui sont dans le domaine de l'aide et de la culture. Il s'agira, par un processus transparent et rigoureux, de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses. Un salaire tous les mois. Parce que le vent qui a faim ne peut pas réfléchir. Parce que l'artiste a beau avoir du talent. Si son enfant est malade et qu'il cherche de l'argent pour aller le soigner, il va arrêter son art.
et même vendre l'œuvre incomplète, histoire de faire face à ses besoins immédiats. Donc nous allons donner un salaire aux artistes et leur dire, pendant la période où ils sont dans le programme, ils doivent se concentrer sur l'excellence de leur art, l'exercice de leur art, l'approfondissement de leur art. Et la deuxième chose qu'on va leur apporter, c'est de dire, parfois on a beau avoir du talent, mais il manque un peu d'encadrement pour que notre art puisse être exportable, pour que notre art puisse être aimé, apprécié par d'autres personnes de cultures différentes. Nous allons apporter cet accompagnement également, en plus du salaire qui sera donné aux artistes et tout le secteur des aides de la culture. Merci. Le troisième pilier qui reste dans l'action publique, c'est celui qui concerne nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui a rectifié. Et sur le domaine de la sécurité, qui est capital, parce que sans sécurité, tout ce que nous avons dit jusque-là est vain. Sur le domaine de la sécurité, nous allons faire 3 choses nouvelles. Qui en réalité, nouvelles, c'est trop dire en fait, c'est de l'approfondissement de ce que nous faisons déjà. La première chose, c'est doter nos forces de défense et sécurité d'équipements de dernière génération, davantage de technologie. En réalité, c'est déjà en cours, mais c'est des procédures qui durent longtemps, mais dans quelques temps, nous allons pouvoir doter nos forces de défense et sécurité d'une capacité à voir jusqu'à quelques centimètres près ce qui se passe sur toutes nos frontières. Nous allons leur permettre de pouvoir anticiper sur l'ennemi qui s'approche. Nous allons leur permettre d'être beaucoup plus réactifs quand on est attaqué. La deuxième chose, c'est que nous allons opérationnaliser très rapidement les polices municipales. Dans toutes les communes frontalières, nous allons doter nos mairies de polices municipales. Il s'agira de faire en sorte que les jeunes, dans leur propre environnement, nous les formions, nous les équipions et que nous leur donnions la possibilité de défendre leur maison, leur famille, leurs frères et sœurs, leur environnement. Parce que nous croyons que l'action de proximité doit compléter l'action de nos forces de défense et de sécurité. Ces polices municipales vont rapidement être opérationnelles dans la plupart des régions à risque. Et le troisième élément sur le point de la sécurité, chers amis, c'est celui de la relation avec nos pays voisins. On a beau faire tout ce qu'on vient de dire. Si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Il y a aujourd'hui des enjeux tels que la sécurité, les enjeux tels que la pauvreté de masse, les enjeux tels que le défi de la jeunesse, qui sont 3 enjeux communs à tous les pays de la sous-région. Nous devons nous parler, nous devons aborder ces 3 défis ensemble de façon obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire.
autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. Chers amis, je voudrais vous dire que j'ai une chance unique d'être en ce moment même votre agentier. Le président Talon m'a fait confiance et j'ai eu l'honneur de gérer l'une des choses que vous avez de plus cher, c'est votre argent. Et vous avez vu comment je l'ai géré, avec sérieux, rigueur. Je peux vous assurer que si vous me faites confiance, je ferai le job avec le même sérieux, avec la même ardeur. La manière dont j'ai tenu le ministère de l'économie et des finances, en respectant les cadres qui y sont, en bâtissant sur l'existant et en ne détruisant pas l'existant, c'est ma marque de fabrique. Je veux vous dire que même si nous avons failli sur des sujets, même dans ce qui apparaît comme mauvais, il y a toujours du bon. Et j'ai cette qualité-là de voir en chacun toujours ce qu'il y a de bon. On perd trop de temps à vouloir détruire. Nous allons stabiliser. Nous allons amplifier. Et parfois rectifier quand on se rend compte qu'on a mal fait, parce que l'erreur est humaine. Je veux vous donner l'engagement que je vais servir avec intégrité, avec courage, avec constance. Je suis persuadé qu'en me faisant confiance, nous allons aller plus loin ensemble. Je vous remercie. Ainsi, je vais demander à ma policière de venir près de moi. Ainsi a parlé Romuald Wadayi dans la peau de l'homme d'État qu'il souhaite devenir avec votre onction. On va saluer ensemble. Merci beaucoup. On y va. Romuald Wadayi, tel qu'il se projette un homme d'État au bout de son projet de société, tel qu'il vient de le décliner. 10 sur 10, ils font des coalitions pour me nuire, conspiration pour me détruire. Mon succès fait trop de bruit, mais qui peut éteindre une étoile qui brille? Et les souhaits Beruta de Sueda, you for you know I can't go away. 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 Oh, no, it is Sueda, Beruta de Sueda, you for you know I can't go away. You for you know I can't go away. Le duo Romuald Wadayi et Mariam Tchabi Talata, honorés d'être si bien entourés aujourd'hui par ce peuple qui s'est mobilisé, qui s'est enthousiasmé ici sur la présentation de son projet de société et qui fait ses civilités aux personnalités qui se sont mobilisées pour le soutenir. Les ministres du gouvernement, membres des différents partis qui le soutiennent, les présidents des partis qui le soutiennent, les personnalités anciens présidents d'institutions,
Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, qui lui ont fait l'honneur de venir le soutenir. Et puis ce moment chargé d'émotions, cet échange qu'il a avec l'ancien président Nicéphore Soglo, qui a eu à son endroit un témoignage saisissant. Un témoignage qui est tout sauf banal venant d'un ancien président de la République, un ancien des institutions de Bretton Woods, de la finance internationale, et dont les mérites valent de l'or à l'endroit du candidat Romuald Wardani. Quand ils viennent, ils sont décernés par Nicéphore Dieudonné Soglo. Et puis, la proximité du président Patrice Talon, son mentor, venu également le soutenir, un signe de son mentor pour lui dire « Allez, Yallah, je suis derrière toi ». Et bien évidemment, pour fermer les premiers rangs, aux premières loges, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Ijikola Olé, Mathurin Kofi Nago, Louis Vlavonou, et puis le doyen d'âge, Da Silva, tous mobilisés ici, en salle avec tous les citoyens déployés, sympathisants, partisans, mais également les Béninois et Béninoises en ligne, ici et partout à travers le monde. Nous allons finir cette belle cérémonie en vous faisant prendre rendez-vous tout à l'heure à 16h sur un live que le candidat va animer avec la diaspora. Merci donc de prendre le rendez-vous et de garder précieusement vos cartons d'invitation pour retirer au niveau des comptoirs d'accueil juste à la sortie de cette salle, à l'étage comme juste à cette hauteur, le kit contenant le projet de société en format physique, mais téléchargeable aussi à travers ce code QR partout. Merci donc de ne pas perdre votre carton d'invitation pour repartir d'ici avec un souvenir physique de ce moment, de ce contrat social que vous propose le candidat Romuald Wardani. On va permettre aux personnalités à la suite du retrait du candidat Wardani qui officie sa civilité avec ses invités. Juste après son départ, on va permettre aux personnalités, les présidents d'institutions, de se retirer. Et juste après, on va prendre leur suite au niveau des comptoirs d'accueil pour retirer les kits du projet de société avec un petit rafraîchissement. Un clin d'œil sympathique pour vous dire merci pour vos déplacements. Merci beaucoup et que vive le Bénin.